Autrement dit, il devrait faire jour tout le temps, 24 heures sur 24, y compris pendant cette durée spéciale qu'on appelle la nuit. Mais dans les années 30, comme vous le savez, on découvre une autre chose, qui est que l'univers est en expansion. Alors, est-ce qu'on peut considérer que les conflits entre les hommes aujourd'hui ou entre les nations, c'est le reflet de cette violence justement qui existe dans l'univers physique ? Non, ça on peut rêver, hein, qu'on arrête l'armée, la défense, mais il y a quand même des menaces. Le ciel lointain était au contraire considéré comme un lieu de paix, d'harmonie. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la vérité n'a plus aucune valeur. Le monde dans lequel on vit nous masque l'univers. Je vous le présente rapidement, même si vous le connaissez, en tout cas beaucoup d'entre vous. On peut le présenter comme philosophe, on peut le présenter comme physicien, on peut le présenter comme alpiniste, on peut le présenter comme essayiste. Autrement dit, c'est quelqu'un qui est en phase avec ce que prônait Michel Serres, c'est-à-dire la transversalité. Évidemment, c'est aux frontières que se passent les choses intéressantes. Et Étienne est par goût et par curiosité un homme des frontières. Donc le thème d'aujourd'hui, on a essayé de se raccorder évidemment à notre thème général, hein, c'est la guerre et paix dans le ciel. Autrement Ça dit, peut se comprendre de plusieurs manières. La s'accélère. première, la plus basique, la plus terre-à-terre, si je puis dire, c'est les satellites, l'élection de Trump et de Musk, donc, qui va bouleverser le ciel de manière très considérable, je crois, j'en suis sûr. Et puis la deuxième manière, c'est une manière, c'est nous, quoi, c'est le spectacle lorsqu'on contemple la voûte étoilée, les étoiles. Et cette manière-là, pendant des siècles, c'était, en tout cas pendant des siècles, à une époque, celle de Newton, on considérait que le ciel était une sorte d'horloge. Il y a un très beau tableau de Joseph Wright of Derby qui montre un Newton très paternaliste, très paternel, qui est penché comme ça sur un circuit où on voit les planètes qui orbitent parfaitement autour du Soleil. Ça c'est fini. Si vous lisez là, comme moi la presse, la presse scientifique ou la presse même en général, partout on vous parle de galaxies cannibales, de trous noirs dévorants, etc., etc. Donc dans le ciel est le siège d'événements d'une violence absolument inouïe. Et voilà, c'est un des aspects dont va parler Étienne, et je lui laisse la parole. Merci Étienne. Bon. Bonjour à tous, je suis ravi d'être là. L'an dernier, j'avais été empêché par un retard d'avion, ce qui m'avait obligé à parler en visioconférence, ce que je déteste faire. Et là, enfin, je peux vous voir et vous parler de ce thème qui m'a été proposé par Sven donc il y a quelques temps, et quand il m'a parlé du lien entre ciel et guerre ou ciel et violence, il y a 3 idées qui me sont venues, que je vais décliner l'une après l'autre. La première, elle va être déclinée de façon très rapide parce que je ne suis pas compétent pour en parler, c'est que, comme vous le savez, la guerre aujourd'hui a pris de la hauteur, notamment. C'est-à-dire que parmi tous les satellites qui orbitent autour de la Terre, il y en a un certain nombre qui sont des satellites qualifiés de militaires, qui font de l'observation, de l'espionnage, du renseignement. Et donc c'est un aspect de la question. Le ciel devient indirectement, au moins, un lieu de guerre, mais comme je viens de l'annoncer, n'étant pas très compétent sur la question, je vais vite passer au deuxième aspect de la question, du lien entre ciel et guerre, en vous montrant rapidement que le ciel, c'est un endroit où il peut y avoir une guerre entre le voir et le savoir. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des conflits entre ce que nous voyons et notre façon de comprendre le monde. Une sorte de contradiction entre ce qui est perçu par nos sens et ce qui est su par la science ou bien par notre raisonnement ou par l'intellect. Et il y a un cas historique que vous connaissez certainement qui a qui a posé un problème pendant plus de 4 siècles. À ma connaissance, c'est le paradoxe le plus long de l'histoire, c'est la couleur du ciel. La nuit. La nuit, le ciel est noir. Et ça nous semble évident. La couleur naturelle du ciel pendant la journée, c'est le bleu. La nuit, il est noir.
Mais quand on sait que dans le ciel, il y a de très nombreuses étoiles, analogues au Soleil, et qu'on fait un petit calcul permettant d'estimer la luminosité globale du ciel, on s'aperçoit, et le Kepler au XVIIe siècle, au début du XVIIe siècle, est le premier à s'en être aperçu, eh bien on fait un calcul qui montre qu'il devrait y avoir la nuit suffisamment de lumière dans le ciel pour qu'il fasse jour, même quand le soleil est caché. Autrement dit, il devrait faire jour tout le temps, 24 heures sur 24, y compris pendant cette durée spéciale qu'on appelle la nuit. Alors à partir du moment où Kepler a énoncé ce problème, beaucoup de gens s'en sont occupés, notamment Halley, l'homme, un astronome qui a laissé son nom à la fameuse comète de Halley, mais aussi un médecin suisse qui était passionné d'astronomie, qui s'appelait Olbers, et puis un autre qui s'appelait De Chézeau, enfin je ne vais pas donner la liste complète, mais ce nom, parfois, on l'appelle le paradoxe d'Olbers, du nom de ce médecin suisse, qui s'est particulièrement penché sur la question, qui fait des calculs, et qui avait déduit de ces calculs que finalement le ciel, il est pavé de soleil. C'est-à-dire que quelle que soit la direction dans laquelle on regarde, on finit par tomber sur une étoile, sur la surface d'une étoile. Donc le ciel qu'on regarde, c'est notre vision est limitée par une étoile qui envoie de la lumière, et toutes ces lumières ajoutées les unes aux autres devraient fournir une contribution totale qui permettrait d'y voir clair, y compris pendant la nuit. Et ce paradoxe, je vous l'ai dit, on a mis beaucoup de temps à le résoudre, et le premier qui a apporté un élément décisif, c'est pas un scientifique, c'est un poète. Je vous cite une phrase de Gaston Bachelard, qui je crois était dans le jury de thèse de Michel Serres. Je crois, hein. Enfin, on va laisser ça, on va dire que oui, hein. Gaston Bachelard dit « L'immensité est, pourrait-on dire, une catégorie philosophique de la rêverie. » Je répète, l'immensité est, pourrait-on dire, une catégorie philosophique de la rêverie. En 1848, Edgar Poe a écrit un texte qui est un peu délirant, qui s'appelle Eureka. Si vous le lisez, vous verrez que c'est de la poésie un peu délirante, mais au détour d'une page, il fait une remarque assez profonde. Il dit la vitesse de la lumière est finie. Finie, ça veut dire qu'elle n'est pas infinie. Et donc il se pourrait que certaines des étoiles qu'on voit briller dans le ciel, en fait, ne brillent plus. Parce que nous recevons leur lumière maintenant, mais cette lumière a été émise dans le passé il y a très très longtemps, et entre-temps, si j'ose dire, eh bien, elles ont pu rendre l'âme. Et donc, si les étoiles ont un âge fini, alors peut-être que le calcul que faisaient les anciens en intégrant les luminosités émises par toutes les étoiles que nous voyons, en fait, est biaisé par le fait qu'il y a des étoiles qui n'envoient plus de lumière. Et puis au XXe siècle, en tout cas au début du XXe siècle, il y a d'autres éléments qui sont venus intervenir pour aider à solutionner ce paradoxe dans le cadre de la cosmologie classique, qui considère que l'univers est infini et statique. Notamment dans les années 1920, on découvre les forces nucléaires et on comprend les mécanismes par lesquels les étoiles émettent de la lumière. Et on comprend par là même que les étoiles, en fait, ont une durée finie. Elles naissent et elles meurent. Et le paradoxe de la nuit noire trouve sa solution dans le fait que si on met tous ces ingrédients ensemble, les étoiles ont un âge fini, la lumière a une vitesse de propagation qui est elle-même finie, alors tout ça permet de comprendre pourquoi la nuit, il fait nuit. Mais dans les années 30, comme vous le savez, on découvre une autre chose, qui est que l'univers est en expansion. Donc en fait, les étoiles, les galaxies s'éloignent de nous à des vitesses très grandes, ce qui crée un décalage de fréquence des lumières. Plus les étoiles sont loin, plus elles s'éloignent de nous rapidement. Et il y a un phénomène qu'on appelle l'effet Doppler, qui fait que les fréquences lumineuses émises par les étoiles se décalent vers l'infrarouge. Et nous, on ne voit pas l'infrarouge. Donc la lumière qu'émettent ces étoiles nous est imperceptible du fait que notre regard a un spectre de perception qui est limité. Et donc ça change la donne, ça. Ça veut dire que, en fait, si on voit que le ciel est noir la nuit, c'est simplement parce que notre regard assombrit le monde.
notre regard ne voit pas la lumière, ne voit pas l'infrarouge. Et donc on a l'impression qu'il fait nuit, alors que si on avait un détecteur d'infrarouge, le ciel nous apparaîtrait comme étant éclatant. Et d'ailleurs, en latin, il y a deux mots pour dire le noir, il y a deux qualificatifs, il y a ater et niger. Ater, c'est le noir mat, qui a donné atroce, atrabilaire, etc. Et il y a un autre mot qui est niger, qui est le noir brillant, qui a donné dénigré. Dénigrer, c'est retirer la brillance de quelqu'un, dénigrer quelqu'un. Eh bien, on pourrait dire que notre regard a dénigré la nuit. C'est-à-dire que on ne voit pas ce qui brille dans la nuit parce que notre regard a une puissance spectrale en fréquence qui est extrêmement limitée. Mais, et c'est ce que disait en introduction Sven, si au-delà de nos sens, nous pouvions nous équiper de détecteurs de rayonnement de toutes sortes, ou bien de détecteurs de particules, alors on constaterait que la nuit, le ciel, est un lieu de tempête. Ça n'arrête pas. C'est d'une violence incroyable. Alors même que, quand nous le regardons, comme le faisaient les Grecs par exemple, le cosmos, c'est ainsi qu'ils l'appelaient, leur apparaissait comme un modèle de calme, de stabilité, de régularité, donc un cadre qui permettait à la pensée de s'asseoir sur des bases solides. Eh ben non, non, tout ça est lié, encore une fois, au fait que nos sens, nos perceptions sont incroyablement limitées et l'univers, pour l'appeler comme ça, est un lieu permanent de violence extrême. Il y a des trous noirs qui entrent en fusion, deux trous noirs ne font plus qu'un seul trou noir, il y a des quasars, il y a des pulsars, il y a des ondes de toutes sortes, notamment des ondes gravitationnelles, qui sont des vibrations de l'espace-temps qui se propagent à la vitesse de la lumière. Elles ont été prédites par Einstein, ces ondes gravitationnelles, en 1916, donc un an après qu'il ait publié les équations de la relativité générale, nouvelle théorie de la gravitation. Et Einstein était persuadé qu'on ne pourrait jamais détecter ces ondes. Et Einstein, par ailleurs, ne croyait pas aux trous noirs, bien que les trous noirs soient eux-mêmes des solutions de ces équations. Et en 2016, comme vous le savez sûrement, on a pu détecter pour la première fois des ondes gravitationnelles qui ont traversé la Terre. En traversant la Terre, elles ont fait varier la distance entre les points d'espace, de façon très faible, mais mesurable. Et on a pu ainsi prouver que les ondes qui ont traversé la Terre ce 15 septembre 2015, en fait, ont été produites il y a plus d'1 milliard d'années par la fusion de deux trous noirs d'une trentaine de masses solaires chacun, qui ont tourné l'un autour de l'autre, puis ont fusionné, et ont fabriqué ainsi, en fusionnant, un trou noir dont la masse est la somme des masses de deux trous noirs qui ont fusionné, moins deux masses solaires, moins 2 fois la masse du Soleil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 2 fois la masse du Soleil qui a disparu dans le processus. En fait, elle n'a pas disparu, cette masse, elle s'est transformée en énergie. Et cette énergie a été emportée par les ondes gravitationnelles. À mesure qu'elles se sont propagées pendant plus d'1 milliard d'années, l'amplitude de ces ondes a décru jusqu'au moment où elles ont traversé la Terre et provoqué une petite variation des longueurs d'espace qui a pu être détectée grâce à des grands interféromètres qu'on appelle des interféromètres de Michelson, peu importe les détails. Mais vous voyez, une énergie correspondant à 2 masses solaires qui se transforment en un phénomène physique, qui lui-même possède de l'énergie. 2 masses solaires, pour vous donner une idée de ce que ça représente, songez que l'explosion d'Hiroshima a transformé 1 gramme de matière en énergie. 1 seul gramme. Voilà. Toute l'énergie contenue dans ce gramme lors de la fission des atomes d'uranium qui étaient dans la bombe s'est transmutée en énergie. 1 gramme de matière, ça fait Hiroshima. Donc 2 masses solaires de matière, vous imaginez ce que ça fait, hein? Eh bien c'est ça qui se passe dans le ciel. Et je pourrais donner d'autres exemples qui montrent que, loin de ce que pensaient les Grecs, le cosmos a une histoire
Et cette histoire est incroyablement agitée et violente, d'autant plus que notre esprit, notre entendement, notre raison ont encore une fois noirci le ciel. Hein. On voit que le ciel est noir, on comprend pourquoi il est noir, puis on se rend compte qu'il n'est pas noir parce qu'il contient des rayonnements qu'on ne voit pas. Mais là, on rajoute une couche, c'est que notre façon de comprendre la gravitation, aujourd'hui, nous incite à penser qu'il y a encore plus de noir dans le ciel que ce qu'on pensait. Il y a notamment ce qu'on appelle la matière noire, qui est une matière dont on pense qu'elle existe parce qu'elle agit sur la dynamique des galaxies, tout en étant constituée de particules qui sont différentes des particules de matière que nous connaissons. Une autre possibilité d'expliquer le phénomène, c'est de dire que les lois de gravitation que nous connaissons sont fausses. Mais surtout, il y a depuis l'an 2000 l'idée que, c'est pas une idée d'ailleurs, c'est une constatation empirique, que l'expansion de l'univers s'accélère. La distance entre deux points d'espace ne cesse d'augmenter depuis des milliards d'années, et elle le fait d'une façon qui augmente en vitesse au cours du temps. Autrement dit, l'expansion de l'univers s'accélère. On ne sait pas d'où ça vient, donc on dit que c'est lié à une chose dont la nature est inconnue, et comme elle est inconnue, on l'appelle l'énergie noire. Non pas parce qu'elle est noire, mais parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Hein. Elle est noire au sens où elle échappe, pour l'instant, à toutes les tentatives d'identification qu'on peut faire à son sujet. Vous avez entendu parler sans doute d'un télescope spatial qui a été lancé il y a un peu plus d'1 an, qui s'appelle Euclide, qui est installé à 1,5 million de kilomètres de la Terre, à un point qu'on appelle un point de Lagrange. Et ce satellite, qui est un télescope spatial, en fait, mesure des fréquences infrarouges très lointaines, donc il peut voir des galaxies très lointaines, donc très loin dans le passé. Et dans les 5 ans qui viennent, il va examiner, mesurer la vitesse et la position de milliards de galaxies. Et donc dans 5 ans, on saura si l'énergie noire est constante, c'est-à-dire si elle change au cours du temps. Elle ne change pas au cours du temps, si au contraire, elle a une dynamique propre. Donc je ne dis pas que dans 5 ans, on saura de quoi est faite l'énergie noire, mais on saura beaucoup mieux la caractériser qu'on ne sait le faire aujourd'hui. Et si on démontre qu'elle n'existe pas, alors il faudra songer, comme certains le font déjà, à modifier les équations d'Einstein de la gravitation pour expliquer comment des équations modifiées pourraient expliquer la dynamique des galaxies sans faire appel à la matière noire d'un côté et à l'énergie noire de l'autre. C'est intéressant parce que ça montre qu'il y a des connaissances qui augmentent notre ignorance. Voilà. Et ça, ce qui est bien en physique, quand j'étais étudiant, les profs nous disaient qu'on avait identifié le contenu matériel de l'univers. Il y a les protons, les neutrons, eux-mêmes constitués de quarks. Donc on a identifié les constituants élémentaires de la matière, et ces constituants permettent de rendre compte de la totalité du contenu de l'univers. Après, matière noire, et là on se rend compte que la matière qu'on connaît, c'est quelques dizaines de pourcents de la matière totale, puis énergie noire. Et là, aujourd'hui, on en est à dire que la matière que nous connaissons, c'est 4% du total. D'accord ? Donc plus on en sait, plus on sait qu'on n'en sait pas, quoi. J'espère que ça va s'arrêter un jour, parce que si on arrive à la conclusion que ce qu'on ne sait pas, c'est 100% de ce qu'on croyait savoir, il va être difficile de réclamer des budgets pour continuer la recherche. Hein. C'est déjà difficile, d'ailleurs. Bon, mais ce n'est pas le sujet. L'autre, qui est le troisième point, et qui me paraît, pour le coup, peut-être plus intéressant, c'est que le ciel. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le ciel ? Est-ce que c'est l'atmosphère ou est-ce que c'est l'espace tout entier ? Eh bien, l'idée que je veux défendre avec vous, c'est que le ciel proche, c'est-à-dire le monde dans lequel on vit, nous masque l'univers. Alors ce que j'appelle le monde c'est la Terre, l'atmosphère, je viens d'en parler, et puis c'est le ciel lointain tel qu'on le voit depuis la Terre.
Donc ce que j'appelle le monde, ce n'est pas l'univers, c'est l'endroit très particulier dans lequel nous vivons, dans lequel se trouvent nos enveloppes corporelles, et qu'on a du mal à quitter. On ne peut pas le quitter d'ailleurs, on peut aller si on va dans l'ISS, on va à 400 km d'altitude, on est au-delà de l'atmosphère, on peut aller sur la Lune, peut-être sur Mars, mais ce sont quand même des lieux qui sont très proches de la Terre, on reste dans le système solaire. Mais le monde dans lequel nous avons toujours vécu est un monde dans lequel il n'y a pas le vide, dans lequel il y a une gravité qui est ni faible ni forte, qui est ce qu'elle est, qui détermine notre poids à la surface de la Terre. Et mon point, c'est que ce monde nous trompe. Ce monde nous fait croire que les lois qui le décrivent ou qui expliquent les phénomènes qui s'y déroulent ressemblent au spectacle des phénomènes. On a l'impression que, en regardant bien les phénomènes par l'observation, donc, on peut déduire facilement les lois qui expliquent ces phénomènes. Et c'est faux. Voilà. Alors, cette idée m'est venue en discutant avec un ami qui est chef d'orchestre et qui m'a raconté une anecdote à propos de Maurice Ravel. Maurice Ravel, que vous connaissez, grand compositeur, mais paraît-il piètre chef d'orchestre. Et un jour, il a dirigé une œuvre qu'il avait lui-même composée lors d'un concert. Il y avait donc un orchestre qu'il a dirigé. Et au bout de quelques minutes, il s'est arrêté. Il a interrompu sa gestique, comme disent les musiciens. Il s'est immobilisé. Donc il y a des musiciens qui ont continué à jouer à leur façon, puis d'autres qui se sont arrêtés. Bref, ça a créé une cacophonie. Quelques fractions de secondes plus tard, il a repris ses mouvements et ça a engendré une seconde cacophonie. Et après le concert, on lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Et Ravel a expliqué que pendant ce court laps de temps, il a entendu dans sa tête une autre interprétation possible de l'œuvre qu'il avait composée et que l'orchestre était en train de jouer. Il a entendu une sorte de musique intérieure qu'il a rendu sourd à la musique qui était jouée par l'orchestre. Eh bien, ça, il me semble que c'est une parfaite illustration de la condition humaine. Non pas que nous sommes enfermés dans notre moi, mais nous sommes enfermés dans un monde qui nous rend sourds à ce qui se passe dans l'univers. Alors pour le comprendre de façon plus explicite, souvenez-vous des cours de physique que vous avez eus au lycée, au cours desquels on vous a enseigné, par exemple, la physique de Newton, physique classique, comme on l'appelle. Mais moi, je me souviens, en seconde, on m'a expliqué les grands principes de la physique classique, et il y avait une dissonance cognitive entre mon corps et mon esprit. J'avais l'impression que les principes que nous enseignait notre professeur de physique correspondaient à des situations absurdes, contradictoires avec l'expérience que nous avons de la dynamique des corps. Par exemple, on nous expliquait le principe d'inertie, énoncé par Galilée, comme vous savez, au Xe siècle, qui dit qu'un corps qui n'est soumis à aucune force a un mouvement rectiligne uniforme. Moi, je suis désolé, mais j'allais au lycée à vélo, et j'avais bien remarqué que quand je cesse de pédaler, mon vélo finit par s'arrêter. Donc, l'immobilité est contagieuse. Si je m'immobilise sur mon vélo, lui aussi, s'immobilise. J'en déduisais quoi? Que pour qu'un corps soit mis en mouvement, il faut qu'il subisse une force. Et si la force s'arrête, le mouvement s'arrête. Ça, c'est ce que je vois, c'est ce que je vis, c'est ce que, d'ailleurs, Aristote avait remarqué et avait théorisé dans son livre qui s'appelle La physique. L'expérience que nous avons du mouvement nous montre que pour qu'il y ait mouvement, il faut qu'une force s'exerce sur le corps en mouvement. Et notre prof nous dit non, c'est faux. Un corps qui n'est soumis à aucune force, un mouvement rectiligne uniforme. Au passage, c'est bizarre comme phrase parce que si vous considérez que, où que vous soyez dans l'espace, les corps qui ont une masse subissent au moins une force qui est leur poids, l'énoncé « un corps qui n'est soumis à aucune force » est un énoncé qui correspond à une situation qui n'existe nulle part. Puisque où qu'ils soient, les corps subissent au moins une force qui est leur poids.
Donc comment vous réagissez quand je vous dis ça? Il y a des gens qui disent c'est comme ça, on mesure la vérité d'un principe aux conséquences qu'il a et qu'on peut tester par l'observation. Et ça correspond à construire la physique sur du sable, c'est-à-dire sur un principe métaphysique jugé par ses implications sans qu'il puisse être perçu directement dans son énoncé même, puisqu'aucune situation ne lui correspond. Mais il y a une autre façon de réagir, c'est de dire, mais peut-être que la gravitation n'est pas une force. Donc si vous dites d'un corps qui s'est soumis à la gravitation, peut-être que c'est un corps qui n'est pas soumis à une force si la gravitation n'est pas une force. Celui qui va raisonner comme ça, il s'appelle Albert Einstein. Il va faire une nouvelle théorie de la gravitation qui montre qu'en effet, contrairement à ce qu'on apprend au lycée, la gravitation n'est pas une force, mais c'est une déformation de la géométrie de l'espace-temps. Donc la Terre, par exemple, qui tourne autour du Soleil, ne le fait pas parce que la Terre subit une force d'attraction, comme disait Newton, qui vient de la présence du Soleil. La Terre tourne autour du Soleil parce qu'en fait, elle va en ligne droite. Elle a un mouvement inertiel. Elle ne subit aucune force, donc elle va tout droit. Et vous allez me dire, mais on voit bien qu'elle tourne autour du Soleil. Donc si elle tourne autour du Soleil, c'est qu'elle ne va pas tout droit. Ça, c'est ce que disait Claude Allègre sur d'autres sujets. Ou Didier Raoult. Tous les imposteurs ont ce genre de... C'est pas enregistré. Vous couperez au montage. Qu'est-ce que je disais? Oui. Et Einstein disait à ses objections, dans un espace courbe, des lignes droites tournent. D'accord? Donc en fait, le Soleil courbe l'espace, et c'est la courbe de l'espace qui fait que la Terre, qui va en ligne droite dans l'espace courbé, tourne autour du Soleil. Okay? Maintenant, prenez un autre principe de relativité, énoncé d'abord par Giordano Bruno, mais surtout un peu plus tard par Galilée. Galilée dit, principe de relativité, le mouvement est comme rien. Et l'immobilité est un mouvement partagé. Le mouvement est comme rien, c'est évident. Quand vous êtes dans le train à vitesse constante, tout se passe dans le train comme ça se passe à la gare. Si vous laissez tomber un objet, il tombe à vos pieds, que vous soyez à la gare ou dans le train. Donc le fait que le train soit en déplacement ne change pas les lois physiques. Le mouvement est comme rien, et là je suis immobile par rapport à vous, mais en fait, on n'est pas immobile dans l'espace. On a un mouvement partagé, c'est-à-dire on tourne ensemble autour du Soleil, par exemple, à une vitesse qui est de 29 000 km/h. On est à fond, enfin on n'est pas à fond, mais on va vite. On n'est pas à fond, mais on va vite. D'accord? Donc vous voyez, la phrase de Galilée, c'est « le mouvement est comme rien » et l'immobilité est un mouvement partagé, c'est le principe de relativité. Tout se passe quand vous êtes en mouvement, comme si vous n'étiez pas en mouvement. Et d'ailleurs, ça vous fournit un argument dont l'idée m'est venue en venant ici en train. Le train était bondé, les contrôleurs passent, et un monsieur n'avait pas de ticket. De billet, on dit billet pour le train. Ticket, c'est le métro. Et il s'est défendu très intelligemment. Il a dit, monsieur le contrôleur, j'étais au lycée, on m'a appris le principe de relativité, qui dit que le mouvement est comme rien, on est en mouvement, c'est comme si on n'y était pas, donc je refuse de payer mes billets de train. Et le contrôleur a réagi très intelligemment, mais monsieur, si le mouvement est comme rien, ça veut dire que l'immobilité est comme le mouvement, donc payez. Voilà. Maintenant, il y a aussi, à notre échelle, vous voyez, des façons de raisonner ou des indications qui nous viennent de nos sens, qui nous trompent. Je ne suis pas en train de critiquer les 5 sens dont parlait Michel Serres, mais par exemple, si je mettais sur la scène un morceau de bois et un morceau de marbre, l'un à côté de l'autre, et je demanderais aux personnes de premier rang de venir poser la main sur le morceau de bois, puis sur le morceau de marbre. Et je leur demanderais, à votre avis, lequel de ces 2 morceaux de matière est le plus chaud? Vous allez tous répondre morceau de bois. Ensuite, je sortirai de mes poches 2 glaçons.
un glaçon que je pose sur le morceau de bois et un autre que je pose sur le morceau de marbre. Et je vous demande, à votre avis, lequel des deux glaçons va fondre le plus vite? Madame? Ben, celui qui est sur le morceau de bois, puisqu'il est plus chaud. Et si on fait l'expérience, on voit que celui qui est sur le marbre va fondre en quelques dizaines de secondes. Et celui qui est sur le bois, à la fin de ma conférence, il sera toujours là. Et là où ça devient troublant, c'est si je vous explique qu'en fait, le morceau de bois et le morceau de marbre, ils étaient exactement à la même température, qui est la température de la pièce. D'accord? Donc ça veut dire que notre main, bien qu'elle soit inondée de terminaisons nerveuses, est un thermomètre pourri. Et les indications de température que la main nous donne, quand elles sont interprétées par le cerveau, amènent à des conclusions complètement fausses. Et donc il faut se méfier de tout ça. Et ensuite, il y a des associations que nous faisons entre les concepts qui nous semblent évidentes, parce que conformes à l'observation, mais qui en réalité sont complètement fausses. Je vous donne 2 exemples. Dans notre esprit, les notions d'objet et de mouvement, les concepts de mouvement et d'objet sont complètement distincts. Un objet peut être en mouvement, mais un mouvement n'est pas en lui-même un objet. Vous êtes d'accord avec ça? Le mouvement, ce n'est pas un objet. Ça, c'est dans notre esprit. Ben, c'est faux. D'accord? Au CERN, à Genève, on a des collisionneurs de particules, grâce auxquels on fait des collisions de protons ou d'autres objets microscopiques. Et bien, ce qu'on voit, c'est que le mouvement des particules incidentes se transmute en particules. Donc on a une propriété des objets, leur vitesse, qui devient un objet. Ça, dans le monde qui est le nôtre, le monde macroscopique, disons, c'est des choses qu'on n'a jamais vues. C'est aussi étrange que si je vous disais que la hauteur de la tour Montparnasse a pu engendrer l'Arc de Triomphe. D'autre part, on a l'impression dans notre monde que pour que une chose sorte d'un machin, il faut qu'elle soit contenue dans le machin avant de sortir. C'est ce qu'on appelle l'argument dentifrice. Quand vous appuyez sur le tube, il y a du dentifrice qui sort, et s'il sort du tube, c'est qu'il était dans le tube avant de sortir. Donc, pour qu'un truc sorte d'un machin, il faut qu'il soit dans le machin avant de sortir. D'accord ? De même, quand vous voyez, je sais pas, une feuille qui sort d'une imprimante, vous imaginez que la feuille était quelque part dans l'imprimante avant de sortir. D'accord ? Et cet argument que j'appelle dentifrice, il est complètement faux. Complètement faux. C'est-à-dire que dans les mêmes collisions que j'évoquais à l'instant, vous avez 2 protons qui entrent en collision, et de la collision vont sortir des milliers, si l'énergie est élevée, de nouvelles particules qui ne préexistaient pas à leur apparition. Elles ne sont pas sorties des protons. Elles ont correspondu à la transmutation de l'énergie des particules incidentes en matière. E égale mc2 pour ceux qui connaissent. D'accord ? Donc on va sortir des particules d'un lieu où elles n'étaient pas préexistantes avant de sortir. Ce qui contredit l'argument dentifrice. Ou même, pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu la radioactivité, par exemple bêta, comme on l'appelle, c'est le fait que certains noyaux d'atomes sont capables d'émettre des électrons. Et dans les 30 premières années du XXe siècle, les physiciens ont été piégés par l'argument dentifrice. Parce que dans le noyau, il y a des protons, puis ils voyaient que la masse d'un proton, la masse d'un noyau, c'est plus que la masse des protons qu'il contient. Et ils ont vu que la différence de masse entre le noyau et tous les protons qu'il contient, c'est un nombre entier de fois la masse des protons. Et c'est des particules de charge électrique nulle. Ils ont appelé ça des protons neutres. Et c'est quoi un proton neutre ? Ils se sont dit c'est un proton avec un électron associé. Comme l'électron est très léger par rapport au proton, la masse d'un proton neutre, c'est à peu près la masse d'un proton. Ce qui explique la situation que j'ai décrite. Et comment est-on autorisé à dire qu'il y a des électrons dans les noyaux ? On les voit sortir. Quand il y a une radioactivité bêta, on voit un électron qui sort du noyau. Si les électrons peuvent sortir des noyaux, c'est qu'il y a des électrons dans les noyaux. Argument dentifrice. C'est faux.
Voilà, on a découvert le neutron en 1932 et on s'est rendu compte que c'est la transmutation du neutron en proton qui crée l'électron qui sort. Et donc l'électron n'est pas déjà contenu dans le noyau, il est créé par la transmutation du proton. Bref, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Alors, non. Ah oui, il y a aussi un truc incroyable, c'est que dans la vie courante, les vitesses s'ajoutent. D'accord? Quand vous marchez sur un tapis roulant, votre vitesse par rapport au sol immobile, c'est la vitesse de votre marche sur le tapis roulant plus celle du tapis roulant. On ajoute les vitesses. Donc imaginons que une voiture vienne vers vous tout phare allumé. Donc la lumière des phares vous éclaire. Imaginez que la voiture roule vers vous à la moitié de la vitesse de la lumière. Quelle va être la vitesse de la lumière émise par les phares de la voiture que vous allez vous mesurer? On ajoute les vitesses. Donc c'est la vitesse de la lumière, celle de la lumière des phares par rapport à la voiture, plus la vitesse de la voiture. Donc ça veut dire que le résultat devrait être 1,5 fois la vitesse de la lumière. Si vous faites la mesure, vous trouvez la vitesse de la lumière. C'est-à-dire la même valeur que si la voiture était immobile. Et maintenant, si vous imaginez que la voiture recule, s'éloigne de vous à la moitié de la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière émise par les phares, ça sera encore la vitesse de la lumière. Autrement dit, la vitesse que vous allez mesurer est indépendante de la vitesse de la source qui émet cette lumière. Et pareil, si par exemple il y a un faisceau lumineux qui me double là, en venant de derrière moi, il me double à la vitesse de la lumière, je peux me dire si je cours après en étant Superman, c'est-à-dire en ayant une vitesse très proche de celle de la lumière, je vais finir par le rattraper. Ou au moins je vais diminuer la vitesse qu'il a par rapport à moi. Eh bien nous dit Einstein, si je cours derrière le photon à une vitesse qui est la vitesse de la lumière moins epsilon, la vitesse du photon par rapport à moi, ça sera encore la vitesse de la lumière. Donc c'est pas la peine de courir. La vitesse de la lumière est indépendante de la vitesse de sa source et elle est indépendante de la vitesse de l'observateur. Ça, c'est complètement contre-intuitif. C'est complètement contre-intuitif. Ça contredit ce que nous voyons dans le monde. Et donc, la conclusion, c'est la suivante. Comment se fait-il ou comment on fait ceux qui ont compris ces lois qui contredisent l'observation? Le premier qui a vraiment compris que le monde nous trompe sur les lois physiques, c'est Galilée. Et Galilée, il va, par exemple, comme vous le savez bien, comprendre que si on était dans le vide, tous les corps tomberaient à la même vitesse, quelle que soit leur masse. Ce qui n'est pas ce que nous voyons. Quand vous faites tomber des corps de masse différentes, une enclume en même temps qu'une plume, vous voyez que l'enclume tombe plus vite que la plume. Aristote l'a vu, tout le monde sait ça, quoi. Et Aristote, dans son livre qui s'appelle Le Traité du ciel, écrit la vitesse de chute d'un corps qui tombe, un corps grave, comme il disait, est proportionnelle à sa masse. Plus il est lourd, plus il tombe vite. Cette loi a été enseignée pendant 2000 ans. Elle a fait autorité. Et il n'y a jamais quelqu'un qui a dit elle est bizarre cette loi. Aristote faisait autorité, puis en plus cette loi était conforme aux observations. Enfin, conforme aux observations. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment les gens ont pu gommer cette loi, alors que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers, je veux bien. Mais qu'il y ait une relation de proportionnalité entre la vitesse de chute et la masse, comment ils ont pu gommer ça, quoi. Vous imaginez, prenez un rocher, et à côté vous prenez un petit caillou qui est, disons, 1 million de fois plus léger que le rocher. Vous les laissez tomber tous les deux en même temps d'une certaine hauteur. Vous êtes sûr que le rocher va tomber 1 million de fois plus vite que le caillou? Non. Non, c'est pas si simple, c'est pas une relation de proportionnalité. Et Galilée, il a un petit doute, lui. Il dit cette loi a l'air d'être conforme aux observations, moyennant les réticences que je viens d'évoquer. Mais la question que je me pose, moi, Galilée, c'est pas de savoir si elle est conforme aux observations, c'est de savoir si elle est vraie. Voilà. Une loi peut être
conforme aux observations est complètement fausse. Ça, Galilée, il en a l'intuition. Et comment est-ce qu'il va démontrer que cette loi est forcément fausse? Non pas du tout en faisant le vide. Je rappelle qu'au XVIIe siècle, en tout cas au début, on ne sait pas faire le vide. Et la plupart des doctes pensent que le vide n'existe pas parce que Aristote a dit que le vide ne pouvait pas exister, au motif que la nature en a horreur. Donc Galilée ne fait pas le vide. Par contre, il va utiliser le vide comme un milieu de pensée, avec une intuition géniale qui est dans le vide, c'est-à-dire sans résistance au mouvement, les lois du mouvement seraient plus simples. Elles seraient tellement simples qu'on pourrait facilement les mathématiser. Et dans son livre qui s'appelle Discours de sciences nouvelles, qui publie en 1632, c'est pas lui qui parle, c'est son ami Salviati, son ami florentin. Salviati énonce ce qu'on appellera par la suite une expérience de pensée. Une expérience de pensée, ça consiste à faire une expérience avec sa pensée. Non pas en laboratoire, mais on réfléchit. Et ça consiste à poser une question qui commence par « Qu'est-ce qui se passerait si ?» Le seul fait de dire ça, « Qu'est-ce qui se passerait si ?» ça veut dire que vous décoïncidez avec le monde, comme dirait François Julien. Et vous ne vous occupez pas du monde, vous sortez du monde pour l'interroger. Vous posez une question qu'on appelle contrefactuelle. Vous inventez un stratagème intellectuel par lequel le monde décoïncide de ce qu'il nous montre. Et Galilée ou Salviati dit, ben voilà, je suppose, c'est l'hypothèse, que Aristote a raison. Donc un corps lourd tombe plus vite qu'un corps léger. C'est l'hypothèse. Maintenant, je prends une grosse pierre. À côté, je mets une petite pierre. Je relie la grosse pierre et la petite pierre par une ficelle. Elle forme donc un système qui est plus lourd que la grosse pierre toute seule. Maintenant, j'imagine que je laisse tomber ce système d'une certaine hauteur. Et j'interroge Aristote, je lui demande qu'est-ce qui va se passer. Aristote dit l'ensemble est plus lourd que la grosse pierre, toute seule. Donc si je le laisse tomber, il va tomber plus vite que la grosse pierre. Ça, c'est la loi d'Aristote. Mais Galilée dit à Aristote, mais oui, mais pendant la chute, la petite pierre, elle tombe moins vite que la grosse, donc elle va tendre la corde et faire parachute. Donc la petite pierre va freiner la grosse pierre. Donc l'ensemble va tomber moins vite. Donc vous voyez, Galilée a inventé une stratégie, sans faire d'expérience, qui montre que la loi d'Aristote, qu'on a enseignée sans la discuter pendant 2000 ans, contient une contradiction interne qui empêche qu'elle puisse être vraie. Comment résoudre le paradoxe? En disant que la petite pierre tombe à la même vitesse que la grosse. Ce qui est le contraire de ce qu'on voit. Ça, c'est la naissance de la physique. La première loi de la physique contredit toute observation possible et oblige à réinterpréter ce que vous voyez pour expliquer comment une loi qui contredit ce que vous voyez explique ce que vous voyez. Et donc vous avez la gravitation qui fait tomber tous les corps à la même vitesse, quelle que soit leur masse. Mais s'ils ne tombent pas dans le vide, alors il y a d'autres forces liées à la présence de l'air, la résistance de l'air, la poussée d'Archimède, qui sont responsables des différences de vitesse que vous voyez quand vous faites l'expérience ailleurs que dans le vide. Mais ce n'est pas la gravitation qui est responsable des différences de vitesse que vous observez. Et Galilée écrit une loi mathématique toute simple. La vitesse de chute est proportionnelle à la durée de la chute. Non pas à la masse, à la durée de la chute. Tous les corps tombent à la même vitesse. Une plume tombe à la même vitesse qu'une meule. Et un corps, quel qu'il soit, qui tombe depuis 3 secondes, va 3 fois plus vite qu'un corps qui tombe depuis 1 seconde. C'est une loi complètement contre-intuitive. Et le point important, c'est que cette loi est née sans données. Il n'a pas fait l'expérience de la tour de Pise. Ça, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Oui. D'abord parce que Galilée raconte tout ce qu'il fait, sauf sa vie amoureuse, mais toutes les expériences qu'il raconte. Imaginez qu'il soit monté au sommet de la tour de Pise, comme on le trouve dans des mauvais guides de la ville de Pise.
54 mètres. Il laisse tomber du haut de la tour des objets de masse différente. Qu'est-ce qui se passe? Ben, les plus lourds arrivent au sol avant les plus légers, quoi. Donc, pas la peine de convoquer les aristotéliciens pour leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Donc toute expérience qu'on pouvait faire du temps de Galilée contredisait la loi de Galilée. Mais il l'a trouvée sans donner par le raisonnement, par les expériences de pensée. Et je dis ça parce que mes collègues physiciens, depuis 15 jours, ne sont pas contents. Pourquoi? Parce que pour la première fois dans l'histoire, en 2024, on a donné le prix Nobel de physique à des non-physiciens. Il y a des physiciens des chercheurs qui ont mis au point l'un, ce qu'on appelle les réseaux de neurones artificiels, l'autre qui a inventé ce qu'on appelle l'apprentissage profond ou automatique. Il y a des gens qui font de la cybernétique, de la gestion de données et du traitement de l'information. Et pour les physiciens, c'est une humiliation. La physique s'est construite sans données. Et si on pense que les données vont nous faire progresser en physique, on se trompe, puisque les lois physiques contredisent le monde empirique, au premier abord. Si vous demandez à des logiciels de trouver la loi de la chute des corps, ben ils vont nous ressortir Aristote. Et ils vont nous ressortir, à partir des données, que pour qu'un corps soit mis en mouvement, il faut qu'il soit soumis à une force. C'est ça qui se passe dans notre monde. Et comme les algorithmes ne voient que des corrélations et pas des relations de cause à effet, eh bien, voilà. Et vous voyez, c'est ça le point important, c'est que c'est ce qui fait qu'il faut aimer la physique. C'est que ces gens-là nous ont permis, par la pensée, de sortir du monde pour comprendre le monde. De sortir du monde pour comprendre le monde. Et j'insiste sur le fait qu'ils l'ont fait sans données. Aujourd'hui, quand on fait de la cosmologie, on utilise l'équation d'Einstein de 1915. Qu'est-ce que Einstein savait de l'univers en 1915 par rapport à aujourd'hui? Mais rien. En 1915, on ne savait pas qu'il y a d'autres galaxies que la nôtre. On ne savait pas que l'univers est en expansion. On ne savait pas d'où vient que les étoiles brillent. On n'avait pas découvert les forces nucléaires, on n'y comprenait rien. En guise d'objets célestes, on avait les étoiles mystérieuses, les planètes, les météorites, bof. C'est tout. On ne savait rien. Et Einstein a trouvé les bonnes équations. Pareil pour la mécanique quantique, en 1925, qu'est-ce qu'on savait sur la matière? On connaissait les protons, les électrons, pas les neutrons, pas les forces nucléaires. Et les gens, par des expériences de pensée, trouvent les équations de la mécanique quantique qu'on utilise en 2024, alors même que depuis, on a trouvé les quarks, les bosons intermédiaires, le boson de Higgs, etc. Et donc, il faut interroger le fait que les données dont nous disposons sont des mauvais guides pour comprendre les lois de l'univers. Voilà ce que je voulais vous dire. Ça veut dire que le ciel, c'est un lieu où il y a une violence terrible dans le monde des idées. Voilà. Merci Étienne. Je suis fasciné, à titre, c'est une remarque personnelle, par ma capacité à oublier ce que j'ai appris en physique il y a longtemps, et à chaque fois par me reposer des questions et à ne m'apercevoir que j'ai rien compris. Enfin, ou pas tout en tout cas. Merci. Peut-être une question. D'abord, il y a une question de la part il y a quelqu'un qui doit intervenir, une lycéenne qui doit intervenir pour poser une question. Si elle est là, si tu veux bien monter en scène. Moi, il y a aussi quelque chose dans le vocabulaire de la physique et des astronomes qui m'interroge, c'est tout le vocabulaire tourne autour de la violence, justement. Et c'est assez neuf, ça date d'il y a 50 ans, 100 ans. Pardon ? Force, oui, mais pas seulement force-puissance, plutôt les galaxies cannibales. Tout le vocabulaire de la cosmologie est un vocabulaire de violence. Mais peut-être qu'on va laisser poser la question.
Alors, est-ce qu'on peut considérer que les conflits entre les hommes aujourd'hui ou entre les nations, c'est le reflet de cette violence justement qui existe dans l'univers physique? Moi, je crois pas, parce qu'on a commencé d'être violent avant de savoir que l'univers était violent. Donc, non, je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Au contraire, en tout cas chez les Grecs, que je connais un peu plus que les autres civilisations, le ciel lointain était au contraire considéré comme un lieu de paix, d'harmonie. Le cosmos, c'est ça, hein, c'est l'harmonie, c'est la beauté, c'est le calme. Et donc, si le ciel avait servi de source d'inspiration, on n'aurait jamais fait la guerre. Alors, c'est pas une raison pour continuer à la faire au motif qu'on a compris que l'univers est violent. Mais moi, j'ai l'impression, en tant que simple citoyen, qu'il y a un rabattement dans le monde. Et on voit plus le ciel à cause de la pollution lumineuse. Imaginez les Grecs, ils voyaient la Voie lactée un soir sur deux. Hein. Nous, on la voit plus jamais. Il y a cette pollution lumineuse qui empêche de voir les étoiles lointaines. Et pour voir la Voie lactée, il faut vraiment s'éloigner des villes, aller en pleine mer ou au sommet d'une montagne. Et à chaque fois qu'on la voit, ça fait un choc. Mais le reste du temps, on oublie qu'elle est là puisqu'on ne la voit plus. Et quand vous écoutez les informations, quand vous regardez la télévision, il y a un rabattement dans le monde. On ne parle que de ce qui se passe dans notre monde. Et on oublie le ciel. Il y a quand même des découvertes extraordinaires qui ont été faites récemment en astrophysique. Notamment avec un satellite, un télescope qui s'appelle le James Webb Telescope. On découvre des tas de trucs incroyables. Par exemple, que 200 millions d'années après le Big Bang, il y avait déjà des galaxies. Ce qu'on ne savait pas, on pensait que c'était impossible. Il y a des nouveautés, si vous voulez. Il y a même des révolutions dans le domaine de l'astrophysique. Mais pour que ces nouveautés percolent dans le champ médiatique, je ne sais pas ce qu'il faut qu'on fasse, quoi, mais on voit que les faits divers, les commentaires, on parle très bien Nicolas Truon qui est ici, le régime du commentariat, le temps qu'on passe à commenter. À la télévision, on voit 7 personnes alignées qui commentent le même événement. Enfin, moi, j'ai du mal. Hein. Je reconnais que j'arrive pas à comprendre. Et je souhaite bon courage aux jeunes. Nous, on nous parlait quand même un peu plus du cosmos. Il ne s'agit pas de rêver. Il s'agit de prendre connaissance de ce qui est vrai. Voilà. Trump a été élu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vérité n'a plus aucune valeur. On peut dire n'importe quoi, ça marche. On n'en paie pas le discrédit symbolique. Quelqu'un qui passe son temps à... Je ne dis pas qu'il mente, parce qu'un menteur, il connaît la vérité. Hein. Un menteur, il sait qu'il ment. Hein. Et là, le gars, il ne sait même pas qu'il ment, il produit du bullshit. C'est-à-dire que la vérité ne compte pas. Elle est ni honorée ni bafouée, parce qu'elle est inconnue. Mais comment est-ce qu'on peut faire société lorsque la vérité, l'idée même de vérité, se concatène à l'idée de liberté? Chacun est libre de décider ce qui est vrai. La Terre est plate, l'hydroxychloroquine c'est super. Non mais moi j'ai du mal. Voilà. Excusez-moi, je m'égare. J'avais une autre question. Alors celle-là, c'est un peu en rapport avec votre première question. Vous avez dit que vous ne serez pas très à l'aise peut-être, mais je vais quand même vous la poser. On ne sait jamais. Merci. Donc, est-ce que la science, ça peut être autre chose que conquérante? Parce que justement, on le voit avec Elon Musk qui veut aller justement sur Mars, etc. Mais est-ce que justement les recherches spatiales ne pourraient pas aussi servir seulement pour préserver notre Terre et mieux la comprendre? Non, ça on peut rêver, hein, qu'on arrête l'armée, la défense, mais il y a quand même des menaces. Voilà, il y a des menaces. Bon. Et moi je pense qu'il faut prendre l'exemple d'Einstein. Einstein, il a été pacifiste toute sa vie, sauf à certaines périodes. Il a été pacifiste pendant la Première Guerre mondiale, parce que c'était une guerre entre empires. Mais comme vous le savez, en 1933, il a cessé de l'être. Voilà. Einstein, dont on dit toujours qu'il est naïf, il entendait
Hitler à la radio. Il disait, mais comment un type peut parler comme ça? Et pourquoi il est tout le temps énervé? Calme. Et quand Hitler a été élu, il n'a pas pris le pouvoir, Hitler, il a été élu. Einstein, qui rentrait d'une tournée de conférences aux États-Unis, il a débarqué en bateau à Anvers, il a compris qu'il ne pouvait pas retourner à Berlin, il va passer quelques mois en Belgique, et là, il va cesser d'être pacifiste. Il va cesser de soutenir les objecteurs de conscience. Et avant de partir à Princeton, aux États-Unis, pour la première fois, il va donner une conférence à Londres, pour la dernière fois en Europe, au Royal Albert Hall, dans lequel vous pouvez lire son texte. Il dit qu'il va falloir se battre. En 1933, hein. La conférence, c'est le 3 octobre 1933. Il va falloir se battre contre Hitler, pour deux raisons. Parce que Hitler veut la guerre, il le dit. Pas de négociation. Et ça va inspirer Churchill quelques années plus tard. Et d'autre part, il va falloir se battre pour la liberté. Sans liberté, pas de Pasteur, pas de Beethoven, etc. Et moi, je suis désolé, mais quand les Russes sont entrés en Ukraine, je crois que Sven le sait, moi j'ai écrit à l'ambassade d'Ukraine en disant « Je veux me battre. Je veux me battre. Je suis vieux, c'est aux vieux de faire la guerre. » Non, non, il faut. Moi, je suis désolé, je ne peux pas tenir un discours pacifiste. Merci beaucoup. On a encore... Non, c'est à ceux, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, c'est à ceux qui agressent de vouloir la paix, pas à ceux qui se défendent. Est-ce que je voudrais quand même vous donner un tout petit peu la parole, même s'il ne nous reste que 5 ou 7 minutes. Vous voulez me poser une question ? Droit des images, pardon, je vais répéter la question pour tout le monde. Des nuages. Des nuages et droit du ciel. Alors un droit des nuages, ça je n'avais pas entendu parler, mais c'est un droit à quoi? Les nuages peuvent être utilisés comme utilisation d'armes. Dissimulation. Dissimulation d'armes. En tout cas... Bon. Alors là... Sur le ciel, il y aurait beaucoup à dire. Quand je disais que j'étais pas compétent, j'étais encore très loin de la vérité. Je ne sais pas. Ça, j'aurais pu te le dire. Je vous en prie, pardon. Allez-y. De façon plus traditionnelle, qu'en est-il de la théorie du Big Bang? Est-ce qu'on revient dessus? Est-ce qu'il y a une évolution? Je répète quand même la question, une question sur la théorie du Big Bang. C'est un long sujet, mais le Big Bang, c'est assez violent comme truc. Mais ce qu'on appelle le Big Bang, c'est pas l'origine de l'univers. On sait que dans un passé très lointain, la densité d'énergie dans l'univers était beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. Il y a une expansion, un refroidissement depuis, mais on ne dit pas qu'on a accès à l'origine. D'accord ? On ne sait même pas si l'univers a une origine. Et d'ailleurs, on ne le saura jamais. On ne saura jamais si l'univers a une origine, puisque une origine... Regardez, si moi je vous demande votre origine, vous allez me raconter une histoire qui a précédé votre apparition, dont vous êtes la conclusion. Vous avez parlé de vos parents, de vos grands-parents, de votre territoire de naissance, de votre généalogie. Autrement dit, vous allez me raconter une histoire dans laquelle vous n'êtes pas présente, mais dont vous êtes l'aboutissement, la conclusion. Autrement dit, dans le langage courant, le mot origine veut dire conclusion. Raconter l'origine d'une chose, c'est raconter l'histoire précédant cette chose, dont cette chose est l'aboutissement. Donc ça marche très bien pour les choses qui sont dans l'univers. Moi, je peux vous raconter l'origine des étoiles, l'origine des atomes. Donc, je raconte des histoires dans lesquelles il n'y a pas d'atomes et tout d'un coup, les atomes apparaissent. Ça, je peux faire. Mais si le sujet qui vous intéresse, c'est l'univers, et non pas les choses qui sont dans l'univers, vous voyez bien que ça ne marche plus. Parce que raconter l'origine de l'univers, ça veut dire raconter l'histoire qui a précédé l'univers, dont l'univers, en apparaissant, est la conclusion.
Mais s'il y a quelque chose avant l'origine de l'univers, c'est que c'est pas l'origine de l'univers. D'accord ? Et d'ailleurs, ça me permet de dire un mot sur tous ceux qui prétendent nous expliquer l'origine de l'univers. Il y en a qui vous disent l'origine de l'univers, c'est ceci ou cela. Alors ça peut être un trou noir primordial, un demi-dieu, un chaos originel, un océan primitif, ce que vous voulez. Hein. Vous voyez bien que ça ne va pas. Parce que ou bien cette chose a toujours été là, ça veut dire qu'elle n'est pas l'origine. Ou que l'univers n'a pas d'origine, puisqu'il y a toujours eu quelque chose. Ou bien cette chose n'a pas toujours été là, elle découle d'une autre chose qui l'a précédée, et ce n'est pas l'origine. Donc à chaque fois que vous nommez l'origine de l'univers, vous prononcez une phrase qui contredit l'idée qu'il y a une origine de l'univers. Si l'univers a une origine, ça veut dire qu'il a été précédé par du néant. Donc l'origine de l'univers, c'est la transition entre le néant et l'être. Mais comment est-ce que vous allez démontrer qu'il y a eu du néant ? On ne saura jamais, on s'en fout d'ailleurs. Encore une question par là. Vous pouvez compter sur les physiciens pour manier le paradoxe. Non mais moi j'aime pas qu'on monte aux gens, c'est pour ça. C'est pour ça que j'aime pas Trump, j'aime pas qu'on monte aux gens. Ouais, pas compris. Si tout ce qu'on observe d'ici est faux, comment on peut prétendre vérifier par l'observation et par l'expérience des lois qui régissent ou pas donc l'univers? En observant d'un autre endroit, c'est comment? Alors justement, moi je pense que ce qu'a inventé Galilée par les stratagèmes que j'ai évoqués, c'est à la fois la physique expérimentale et la physique théorique. C'est-à-dire que pour comprendre le réel, il faut s'émanciper du réel, il faut partir ailleurs. La physique, c'est une exotopie, on va se faire voir ailleurs. Et une fois qu'on s'est fait voir ailleurs, on fabrique des concepts qui permettent ensuite de revenir dans le réel pour l'interroger. C'est un double mouvement. C'est comme l'alpinisme. C'est une sorte d'alpinisme intellectuel, la physique. On va se faire voir ailleurs. Quand vous grimpez une montagne, au sommet, vous voyez l'endroit d'où vous venez autrement. C'est ça que j'appelle une exotopie. On va se faire voir dans d'autres situations. Et la physique, elle utilise des instruments que j'ai oublié de nommer. On essaie de recréer dans notre monde les conditions physiques qui existent ailleurs que dans notre monde. Par exemple, le vide. Le vide, ou bien, quand on fait une collision de particules au CERN, on recrée dans le présent les conditions physiques de l'univers primordial. Très forte température, très forte densité d'énergie. Et donc, on voit dans le présent se réaliser les phénomènes physiques qui n'existent plus dans l'univers, parce qu'il est trop froid, mais qui existaient peu de temps après le Big Bang. Il faut vraiment vous intéresser à la physique. Non, parce que non seulement ça change les idées, mais ça permet à la pensée de se confronter à ce qui la contredit. Et quand la pensée se confronte à ce qui la contredit, elle pense. Très belle conclusion. Merci Étienne.